Alors, ça faisait un petit moment que je voulais vous expliquer comment on fonctionne là depuis quelques semaines, ce qu'on a mis en place parce qu'on avait besoin de reproduire beaucoup de sujets caille pour nettoyer nos couleurs. C'est-à-dire qu'on a commandé des lots d'œufs pour augmenter notre cheptel et introduire des couleurs. Sauf qu'en fait, les lots qu'on a obtenus, eh bien, les couleurs sont très mélangées et du coup, on a besoin, voilà, de séparer les groupes de reproducteurs pour pouvoir isoler les couleurs, pour pouvoir commencer à sélectionner correctement à ce niveau-là. Donc, on a, comme vous l'avez vu à l'image, nos 2 couveuses Chicozy, donc celle-ci qui est modifiée pour pouvoir accueillir beaucoup plus d'œufs de caille que ce qu'elle est prévue à la base pour les œufs de poule. Donc ça, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, si vous voulez aller la voir, je vous remets le lien en haut à droite de l'image dans le petit i. Et on a la deuxième couveuse Chicozy qui est utilisée comme éclosoir. Alors évidemment, normalement, vous n'avez pas besoin d'avoir 2 couveuses pour faire ce travail. Vous pouvez mettre tous vos œufs dans votre couveuse et laisser l'éclosion se dérouler dans votre couveuse. Nous, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là ? Eh bien, c'est parce que dans cette couveuse, en fait, il y a des séries d'œufs qui n'ont pas été mises en même temps. C'est-à-dire qu'on met les œufs tous les 7 jours, puisque c'est pendant les 7 premiers jours que la fertilité est optimale. Et donc, dans l'idée d'obtenir les meilleurs résultats, on préfère en mettre moins, mais tous les 7 jours. Et du coup, pour que les éclosions ne soient pas décalées dans cette couveuse-là, eh bien, au moment de l'éclosion, c'est-à-dire quand on arrête le retournement et qu'on augmente le taux d'humidité, on déplace les œufs dans cette couveuse-là pour l'éclosion. Ce qui nous libère de la place dans l'autre couveuse, juste là, pour pouvoir mettre la série suivante. Voilà, et on fait ça toutes les semaines. Donc là, ça fait maintenant 3, 4, ça doit faire 5 semaines qu'on fait ça. On va pas tarder à faire une pause là, mais il y a encore 2 séries. Dans l'éclosoir, là, il y en a une à naître et on a 3 séries qui sont nées. Bon, sachant que la première, c'était une toute petite série puisque à ce moment-là, on n'avait pas toutes nos femelles en ponte, ce qui maintenant est le cas. Donc on a 5 groupes de reproducteurs qui sont séparés de la façon la plus optimisée possible pour pouvoir trier les couleurs, parce qu'on parle pas encore de sélection, là pour l'instant on en est à trier les couleurs. Voilà, donc 5 groupes composés de un mâle et 3 à 6 femelles selon les groupes. Voilà, donc ça c'était juste pour vous expliquer rapidement en fait comment on fonctionne là ces temps-ci. On va peut-être pas continuer à fonctionner comme ça, hein. Là c'était vraiment dans l'idée de mettre le plus d'œufs possible en incubation avec le meilleur taux de fertilité possible et le meilleur taux d'éclosion possible pour avoir un maximum de sujets pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les couleurs et commencer à faire un peu de tri. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça va être simplement un petit suivi d'élevage. Je le fais pour ceux que ça intéresse, mais en fait je le fais aussi et presque surtout pour nous, égoïstement, parce que ça va nous permettre d'observer l'évolution de nos kaito, de nos séries de kaito, parce qu'en fait il est sorti encore des nouvelles couleurs dans les kaito qu'on a eus. Et pour essayer petit à petit de repérer en fait l'apparence des kaito selon l'apparence qu'ils auront en grandissant. J'ai eu cette idée en regardant la chaîne de Roronimo, où elle met régulièrement un suivi de ses kaito et de ses poussins. Et faire le suivi comme ça des kaito, ça permet vraiment de voir leur évolution et d'avoir une meilleure idée par la suite des couleurs qu'ils auront en grandissant, rien qu'à partir de la couleur des kaito. Parce que là-dessus, il y a quand même très peu de photos. De toute façon, il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu, en particulier en français, sur l'élevage des cailles et sur les couleurs. Voilà, donc je vais vous montrer les séries qu'on a. Donc la première, c'était une toute petite série puisque c'est quand on a rentré une partie d'écailles. Ah oui, ça je vous l'ai pas dit. Il y a une partie d'écailles qui sont à l'extérieur en clapier sur copeaux et une partie d'écailles qui sont dans des cages à l'intérieur, certaines sur copeaux et d'autres sur grillage, mais pas sur grillage métallique. C'est grillage en plastique là pour pas blesser les pattes, les fameuses cages batterie en plastique. Là encore, je prétends pas avoir fait le choix idéal. J'ai fait le choix qui s'imposait par rapport à la sélection qu'on essaye de faire. On a besoin de pouvoir séparer des groupes et on a besoin de rationaliser. Donc après, je sais que beaucoup
privilégie la volière au nom du bien-être animal. Sincèrement, moi, la volière, j'ai essayé, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que d'abord les oiseaux sont vraiment speed en volière, je trouve. En tout cas, le lot avec lequel j'ai essayé, c'était le cas. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans la volière, ça saute dans tous les sens, ça court dans tous les sens, c'est infernal. Et surtout, c'est pas que tous les jours pour ramasser les œufs. Surtout que dans une volière un peu végétalisée, elles ont quand même vraiment tendance à les cacher. Et du coup, pour moi, c'était vraiment pas pratique du tout. Enfin, je peux pas me permettre de passer une demi-heure dans la volière à fouiller partout pour trouver où elles ont planqué les œufs. Les cailles, c'est pas comme les poules, hein, elles pondent pas à l'endroit où vous voulez dans les pondoirs. Elles pondent là où elles sont quand il leur prend l'idée de pondre. Et moi, j'ai pas du tout aimé la volière. Ce que j'aime bien en clapier, c'est qu'elles sont à l'abri de l'humidité et des courants d'air et qu'elles sont sur copeaux, ce qui est quand même plus agréable pour leurs pattes. Je n'aime pas spécialement le principe de batterie sur grillage. Alors là, comme je vous l'ai dit, c'est du grillage plastifié qui fait pas mal aux pattes, mais je n'aime pas spécialement le principe en lui-même, mais simplement ça a un côté pratique et fonctionnel quand on veut faire de la sélection. Et puis on a aussi les cages en bois comme ça là, hein. Donc là c'est pareil, elles sont sur copeaux. Vous savez, c'est ces cages qui donnent pour des lapins, et je vous assure pour l'avoir fait que c'est pas une bonne idée de mettre des lapins là-dedans, vraiment pas, dans la mesure où les lapins mangent le bois, hein, contrairement aux cailles. Donc pour les cailles, ça va pas mal. Là, dans ces cages-là, elles sont sur copeaux, et pareil, on a un groupe de 1 mâle avec 3 à 6 femelles selon les groupes. Voilà. Donc ça, c'est les différentes options qu'on a pour loger nos cailles, nos groupes de reproducteurs. Pourquoi il y en a dedans et dehors ? Parce qu'à l'intérieur, elles continuent à pondre toute l'année, tout simplement parce qu'on a la maîtrise de la température et de l'éclairage, alors qu'à l'extérieur, elles sont soumises aux conditions naturelles, ce qui veut dire que quand il fait trop froid ou que les jours durent moins de 14 heures, les cailles ne pondent pas. Donc le fait d'en avoir une partie en intérieur, ça permet de prolonger la production pendant toute l'année. Alors quand je dis en intérieur, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un garage, ça peut être une grange, ça peut être une dépendance quelconque, un abri de jardin ou une pièce dédiée de la maison aménagée en pièce d'élevage. Nous, c'est le choix qu'on a fait, parce que les dépendances à l'extérieur, elles sont utilisées à autre chose, et parce que au départ, on avait essayé de mettre les cailles dans le cabanon de jardin que j'avais d'ailleurs acheté et aménagé spécifiquement pour l'élevage de cailles au départ. Et au final, ça s'est pas bien passé, parce que même si j'ai mis le cabanon sur dalles gravillonnées, on avait quand même des rongeurs qui arrivaient à rentrer et qui s'en prenaient aux œufs, voire même aux cailles. Voilà, donc quand vous avez des cages batteries sur grillage avec les œufs qui roulent pour les récupérer à l'avant là, ça c'est adapté uniquement en intérieur dans un local hermétique aux rongeurs et aux prédateurs qui pourraient chercher à s'introduire dans les cages, que ce soit pour voler les œufs ou pour attaquer les cailles. Voilà pourquoi on a décidé d'aménager une pièce d'élevage dédiée dans laquelle donc on a une partie des cailles en cage, les couveuses, les éleveuses à caïto, et voilà. Et alors par contre, il y a quand même plusieurs choses à savoir. Déjà, les cailles, ça fait énormément de poussière, donc j'espère que vous avez un bon aspirateur, et pensez bien à aérer tous les jours si vous faites ce choix-là. Enfin, vraiment, l'aération, c'est indispensable, hein. Ça fait beaucoup de poussière quand on garde des cailles en intérieur. Voilà, mais l'avantage, c'est que vous avez, comme je vous l'ai dit, la maîtrise de la durée d'éclairage et des températures. Donc, d'en avoir une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur, ça permet d'en avoir une partie qui produit des œufs et éventuellement de la viande pour ceux qui en consomment toute l'année, et non pas seulement pendant la belle saison. Donc voilà, ça fait beaucoup de blabla pour en venir au fait, mais c'est pour que vous compreniez un peu comment notre élevage est organisé. Et donc l'idée, c'était de vous montrer les séries de caïto, enfin de vous montrer si ça vous intéresse, et en tout cas pour nous, de les filmer pour en garder une trace,
Donc la première série, je vous afficherai la date de naissance à l'image. C'est une toute petite série, il n'y a que 3 jeunes cailles. Il y en avait 5 de mémoire à la naissance, mais il y en avait un qu'on a euthanasié parce qu'il avait les pattes complètement tordues et qu'il n'arrivait pas du tout à se déplacer. Donc il ne pouvait pas manger ni boire, ça aurait été cruel de le laisser comme ça. Et le deuxième est mort dans les premiers jours. La mortalité dans la première semaine chez les kaito, c'est pas quelque chose de rare. Donc là, au niveau des couleurs, c'est à peu près clair. Hein. C'est pas sur cette série-là qu'on a eu des surprises. Et quand je dis clair, je parle pas de la couleur, qui elle est plutôt sombre. C'est ce qu'on appelle des tibétaines, donc homozygotes pour le gène brun étendu. A priori, il n'y a pas trop de surprises sur celle-ci. Le deuxième lot, là encore, je vous mettrai la date de naissance à l'image. Là, il y en a 9, et là, pour le coup, il y a des surprises, puisque, comme vous le voyez, il y a ces kaito. Alors, j'ai l'impression qu'à l'image, ils paraissent gris. En réalité, ils sont pas gris, hein. C'est pas du bleu, ni du silver, ni ce genre de choses. Ils sont vraiment roux. Alors, c'est-à-dire qu'à la naissance, on a cru qu'ils étaient roux, parce que le duvet était vraiment très roux. Et là, ça ressemblerait à ce que les éleveurs américains appellent du ginger, donc une dilution du plumage, qui donne une couleur approchante de ce qu'on a. Alors là encore, hein, on est sur des hypothèses puisque c'est du plumage juvénile, donc il n'y a pas de certitude absolue, mais a priori ça tendrait plutôt vers ça. Voilà, donc de toute façon le ginger comme le roux c'est une mutation récessive liée au sexe. Donc a priori si c'est bien l'un ou l'autre, je penche plus pour le ginger. Maintenant que les plumes ont commencé à pousser, mais bon, on verra ça en grandissant. Que ce soit l'un ou l'autre, normalement, ces petits, là, ces kaito, devraient tous être des poules, puisque rien du tout, je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui, parce que sinon, la vidéo va durer vraiment très longtemps. Et donc, le dernier lot, qui est né la semaine dernière, je vous mettrai encore une fois la date à l'image. Sur ce lot, il y en a 11, si je dis pas de bêtises. Et là encore, on a des surprises. Alors, on n'a rien dans le genre roux, ginger, etc. Par contre, là, je suis à peu près sûre qu'on a sorti du fait sur un groupe de reproducteurs sur lequel je m'attendais pas à sortir du fait. Donc là encore, piste à travailler, surtout que le fait c'est pas un gène récessif, mais dans le box en question, il y a 2 femelles tibétaines très sombres et assez noires. Et du coup, si on sort du fait sur ce groupe-là, et ben c'est donc que a priori ces femelles sont pas seulement tibétaines, mais également fées. Donc pour tous ceux qui s'y connaissent pas trop en couleur, tout ça, ça vous dira probablement pas grand-chose. Mais pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous pourrez faire vos pronostics. S'il y en a qui veulent faire des commentaires ou des suggestions sur les couleurs de ces kaito, eh bien, il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà, l'idée de ce petit suivi d'élevage, c'était pour vous de voir un petit peu ce qu'on a et pour nous de pouvoir voir l'évolution des kaito et plus tard peut-être réussir à identifier les différentes mutations de couleurs dès le stade kaito, parce que vraiment ça manque de photos petits et adultes sur les couleurs. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui ont fait ça, de prendre les kaito en photo pour montrer à quoi ils ressemblent quand ils sont tout petits et à quoi ils ressemblent au stade adulte et les différents stades intermédiaires. Donc on va essayer d'utiliser par la suite ces vidéos pour essayer d'identifier un petit peu nos couleurs chez nos kaito. Voilà. Si vous êtes arrivé jusque-là, que ça vous a intéressé jusque-là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.